Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle capsule, vous mettez grand C, les nouvelles aspirations sociales des Français, bourgeois, nobles et femmes. Je vais un petit peu me répéter par rapport à ce que j'ai dit la dernière fois, mais tant pis, c'est vraiment pour que vous compreniez vraiment l'objectif, que vous compreniez que ce XVIIIe siècle a vraiment été un changement qui va amener à la Révolution française. Donc on y va, la bourgeoisie et la noblesse. Donc vous mettez un premier point, les aspirations des bourgeois en adéquation avec la volonté de maintien d'influence de la noblesse. Donc je vous rappelle que les bourgeois, ce sont les plus riches du tiers-état, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas nés nobles, mais par contre ce sont des gens qui sont parfois beaucoup plus riches que la noblesse, et du fait de leurs activités, qui sont des activités parfois bancaires, qui sont des activités parfois de négoce, qui sont des activités parfois aussi de commerce, et donc du coup ils sont tellement riches qu'ils voudraient vivre à la manière des nobles, mais ils ne peuvent pas. Donc au cours du XVIIIe siècle, la vieille noblesse, c'est-à-dire ceux qui sont nobles depuis toujours, mais qui n'ont plus le droit de travailler, comme je vous l'ai expliqué, enfin qui n'ont pas le droit d'ailleurs de travailler, ils n'ont jamais le droit de travailler dans les métiers qui rapportent, ils vivaient uniquement de leur propriété seigneuriale, ou ils vivaient aussi de leur rente, vous vous rappelez. Donc ils voient leurs revenus diminuer. Ils sont issus de grandes propriétés seigneuriales en règle générale, alors que les élites bourgeoises, elles, ne font que croître, c'est-à-dire ne font qu'augmenter à cause du commerce colonial, à cause de l'activité bancaire et aux manufactures, d'ailleurs, dont je n'ai pas encore parlé, c'est-à-dire le début des usines, si vous voulez, mais à la main. Le roi encourage ce renouvellement de la noblesse. Le roi, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va faire en sorte que les bourgeois deviennent des nobles. C'est-à-dire que il va leur proposer des charges, il va leur proposer de les anoblir, en gros, en s'assurant de leur fidélité, si vous voulez. Donc le roi, c'est plutôt positif pour lui. Donc il va encourager ce renouvellement de la noblesse. Et donc, il va exister différentes bourgeoisies. La bourgeoisie de robe, c'est-à-dire ceux qui vont être des officiers de finance, des officiers de justice, qui vont donc travailler pour l'administration royale, qui devient donc de plus en plus nombreuse, avec la montée en puissance de l'État royal, puisque le roi, en affirmant son pouvoir, va avoir besoin de ces bourgeois, parce que je vous rappelle, il ne veut plus du système féodal qui avait donné trop de pouvoir aux nobles. Il va y avoir aussi donc la bourgeoisie marchande, la bourgeoisie moyenne avec les avocats, les notaires, les médecins, qui ne peuvent toujours pas être nobles, qui eux qui ne pouvaient pas être nobles, mais qui eux sont des bourgeois qui ont des métiers à haut potentiel. Donc ces bourgeois, ils aimeraient vraiment devenir nobles, et donc les plus riches achètent des seigneuries, des charges anoblissantes, ou certains se font anoblir par le roi directement par lettre d'anoblissement. Mais durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, la vieille noblesse essaie de limiter ça. La noblesse est de plus en plus difficile à obtenir, parce que premièrement parce que la vieille noblesse n'en veut pas et elle fait pression sur le roi, mais aussi parce que le roi se rend compte que plus il anoblit, plus les revenus fiscaux diminuent, puisque les nobles ne payent pas d'impôts. Or, les bourgeois étaient des gens très très riches, qui payaient étaient des gens très riches du tiers-état, donc ils payaient des impôts, et plus il les anoblit, moins il y a d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Donc petit à petit, plus on arrive vers la fin du XVIIIe siècle, moins le roi offre de possibilités d'anoblissement. Je continue. La noblesse. Donc la noblesse, c'est une caste de la société qui a quand même beaucoup de privilèges. Donc vous avez différentes noblesses, il faut bien le dire. D'abord la haute noblesse d'épée. Titre et noblesse anciens et élevés, ce sont ceux qui sont propriétaires de vastes seigneuries, c'est-à-dire l'ancien système féodal si vous voulez, et ce sont ceux qui sont reçus au château de Versailles qu'on a vu la dernière fois dans le chapitre sur Louis XIV. Vous avez la petite noblesse d'épée, qui eux sont plutôt des titres de noblesse anciens, des petites propriétés. Et puis vous avez la noblesse de robe, qui sont des personnes ou des descendants ayant acquis un office anoblissant. Donc la noblesse de robe, c'est ça, la bourgeoisie en fait qui a été anoblie, qui est considérée un peu différemment de la part de la vieille noblesse. Et eux, ce sont ceux qui vont occuper les charges administratives que le roi leur a vendues, en fait, si vous voulez, en les anoblissant. Quels sont les privilèges de la noblesse? Donc vous avez des privilèges honorifiques. Par exemple, ce sont les seuls qui ont le droit de porter l'épée, ce sont les seuls qui ont le droit d'aller se battre pour défendre le royaume français. Les tribunaux spéciaux. Eh oui, ils ne sont pas jugés de la même façon, ils ont donc leur bailli pour les civils et le parlement pour les criminels, pour les affaires criminelles, donc ils ont leur propre tribunal. Fonctions réservées dans l'État, donc ils ont des grades d'officiers dans l'armée, dans le Parlement, et ils sont intendants. Voilà, ils gèrent l'administration, ils gèrent la justice, ils gèrent l'armée, c'est tout.
Ils ont des fonctions réservées dans l'Église, c'est-à-dire que quand vous décidez de rentrer dans l'Église mais que vous êtes noble, vous devenez évêque, abbé et abbesse, c'est-à-dire que vous avez la charge de quelque chose de très important, vous ne vivez pas au quotidien avec la population. Ça, ce sont des charges qui seront réservées, comme on l'a vu la dernière fois, aux tiers états. Et puis, vous êtes exempté pratiquement totalement de tous les impôts, notamment les impôts directs, et même parfois les impôts indirects. Donc effectivement, la noblesse dispose de privilèges très très importants, notamment honorifiques, fiscaux, judiciaires, mais aussi pour les métiers, pour certains postes dans l'armée, l'administration, et les fonctions d'évêque et d'abbé leur sont réservées. Cependant, il existe donc diverses noblesses. Une haute noblesse qui a d'immenses domaines et est reçue à la cour par le roi. La petite noblesse qui vit de manière beaucoup plus pauvre sur ses terres. Et enfin, la noblesse d'Europe qui regroupe ceux qui ont obtenu des offices anoblissant leurs descendants, c'est-à-dire les bourgeois, les anciens bourgeois, s'il vous plaît. Certains nobles, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, refusent de déroger, c'est-à-dire d'avoir une activité comme un travail manuel, ou comme un travail même lié à la banque, par exemple, parce que ça conduirait à l'exclusion de l'ordre de la noblesse. Et ça, les nobles refusent. Mais en refusant de toucher à ces métiers qui rapportent de l'argent, eh bien cette noblesse va finir par s'appauvrir. Et donc du coup, elle va aller voir le roi pour demander des récompenses plus importantes, c'est-à-dire des rentes plus importantes, en disant que parce que ce sont eux qui sont censés défendre le royaume, eh bien il leur faut plus d'argent tous les mois pour pouvoir défendre ce royaume et surtout pour pouvoir vivre, parce qu'en plus, rappelez-vous, Louis XIV, Louis XIV puis les suivants d'ailleurs, vont augmenter les dépenses de cour, donc les nobles vont devoir dépenser de plus en plus dans leur apparat, etc., pour pouvoir être à la hauteur des attentes du roi. Les nobles, certains, notamment la vieille noblesse, méprisent la nouvelle noblesse. Ils appellent ça les arrivistes. Ils les considèrent comme des arrivistes, comme des gens qui se sont appropriés leurs privilèges et ils n'en veulent pas. Et ils font pression sur le roi justement pour réduire l'accès à l'ordre en expliquant bien au roi que ce n'est pas normal que les bourgeois qui gagnent de l'argent, qui pourraient participer à l'économie du pays, eh bien, s'ils deviennent nobles, la monarchie perd les revenus fiscaux. Alors, la monarchie commence à remettre en cause les privilèges fiscaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais la noblesse, elle parvient vraiment à s'y opposer. Elle va faire des remontrances au Parlement de Paris pour obtenir les exemptions totales d'impôts, même si le roi aimerait les remettre. La petite noblesse, elle cherche à rétablir les droits seigneuriaux qui sont tombés en désuétude. Donc les droits seigneuriaux, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est tout ce qui était lié au Moyen-Âge et qui donnait énormément de pouvoir aux seigneurs, au pouvoir aux seigneurs et qui sont en train de diminuer petit à petit. Donc la haute noblesse, elle obtient de participer davantage aux affaires de l'État entre 1718 et 1789. Vous avez 75 ministres qui sont d'origine noble. Et donc, du coup, par l'intermédiaire des parlements, elle obtient l'opposition à toute remise en cause de ses privilèges fiscaux. Ce qui fait que la noblesse, elle parvient quand même à rester puissante, à s'affirmer face au roi, face au roi grâce au Parlement d'ailleurs. Elle parvient vraiment à s'affirmer elle parvient à affirmer ses pouvoirs face aux bourgeois et face au roi. Et je vous mets une dernière partie sur la manière de vivre des nobles, mais surtout des bourgeois, sur les salons parisiens et sur les femmes d'influence. Et vous avez une tâche complexe à faire. Donc en sachant qu'au XVIIe siècle, certaines femmes vont jouer un rôle très très important au niveau de la politique, telles que Madame de Maintenon, auprès de Louis XIV. On assiste également à des réussites dans la littérature, dans l'art, à partir de 1750, comme Élisabeth Viguier-Lebrun. Les salons littéraires tenus par des femmes naissent au XVIIIe siècle. Ils deviennent des lieux de rencontre de la communauté intellectuelle, politique, scientifique, artistique, littéraire, par lesquels circulent les idées nouvelles des Lumières. Et certains salons ont une notoriété internationale, comme celui de Madame de Geoffrin, sur lequel vous allez travailler maintenant.